Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et c'est le moment de monter dans le Catch Up Express pour parler du Friday Night SmackDown du 25 avril 2025, le premier SmackDown juste après WrestleMania 41. Un WrestleMania 41 qui nous aura fait vivre beaucoup d'émotions très contrastées. Je vous invite à écouter notre analyse avec Ringside, avec des main events euh, très variés entre la nuit 1 et la nuit 2, avec des changements de titres, avec des gens qui étaient sur la carte, d'autres qui n'y étaient pas. On a discuté de tout ça. Mais on sait que le lendemain de WrestleMania, c'est souvent l'occasion d'une nouvelle saison. Ça a commencé à Raw, on en a déjà parlé sur le podcast, avec des retours, comme Rusev qui est de retour à la WWE. Rusev, c'était un Rusev Day ce lundi. Comme des changements de titres, avec les championnes tag team Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui ont repris leur titre, ce qui a créé la fin de l'association entre Becky Lynch et Lyra Valkyria. Bref, plein de choses déjà à Raw. Est-ce que SmackDown a tenu le rang? On va voir ça de suite. On était à Fort Worth, ouais, je sais pas comment on dit, dans le Texas. De toute façon, tout le monde déteste le Texas, hein, on est d'accord. Et ben, ça a commencé d'entrée très très fort avec la suite de ce qu'on a pu voir à Raw. John Cena est arrivé pour commencer la soirée euh, et il a été directement interrompu par Randy Orton. Randy Orton qui lui a collé un RKO surprise à Monday Night Raw. Les deux hommes, donc, qui se connaissent par cœur, hein, c'est ce qu'a dit Randy Orton, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Randy Orton, il dit, il y a un truc qui va pas chez toi, John Cena, je t'ai jamais vu changer, et là, tu es un peu en train de péter les plombs, là, depuis quelques mois, je comprends pas ce qui se passe. Et il lui dit, je pense que tu as besoin d'avoir des enfants, John Cena. On sait que John Cena, il est child-free, hein, il veut pas avoir d'enfants, c'est ce qui a causé en partie sa rupture avec Nikki Bella. Donc évidemment, John Cena, il le prend très mal. Il dit, mais comment tu oses parler de ça? Et il lui dit, écoute, c'est très bien, Randy, félicitations, tu as des enfants et tu les aimes, mais moi, j'ai pas d'enfants parce que depuis 25 ans, j'étais là pour éduquer ceux de tous les autres. Alors, il provoque la foule en disant qu'il a été un père et un modèle pour plus d'enfants, que voilà, il est un meilleur père que les vrais pères. Il va même provoquer un enfant dans le public, un enfant de 6 ans qui, a priori, lui a fait un doigt d'honneur. Randy Orton, lui, il est là pour lui rappeler que il doit tout à la WWE, hein, John Cena. Il lui dit là, t'es bien, t'es à Hollywood, t'es un part-timer, tu fais ta carrière, mais tout ça, s'il n'y avait pas eu les fans derrière toi, s'il n'y avait pas eu le public, t'aurais jamais été tout ça. C'est à quoi John Cena rétorque que Randy Orton, il a passé sa vie ici, qu'il est famille royale depuis 3 générations, mais que voilà, John Cena, il va effacer ces 3 générations, que de toute façon, comme il a prévu de partir avec le titre de la WWE, Randy Orton, il va toujours rester bloqué à 14 règnes. Et au final, provocation de Randy Orton qui dit vas-y, on a un match maintenant, de suite, défends ton titre maintenant. Et c'est à quoi John Cena répond non, non, pas ce soir, mais ça sera à Backlash, ça sera à Saint-Louis, dans le Missouri, chez toi, Randy Orton. Et comme ça, je vais pouvoir t'humilier chez toi à domicile et tu n'auras pas d'excuses. Comment ai-je pris ce segment? Eh ben, je suis très très fan de la rivalité entre Cena et Orton. J'ai trouvé qu'Orton a été très bon au micro et que c'est quand même assez incroyable d'avoir cette configuration avec un Orton face et un John Cena heel. Je trouve qu'il y a un truc qui a été trouvé là, qui n'avait pas été trouvé avant dans la rivalité avec Cody Rhodes, le fait de dire que voilà, le provoquer un peu sur sa vie perso à John Cena, sur le fait qu'il a peut-être un vide qu'il ressent dans sa vie, une crise de la quarantaine qui pourrait le pousser à faire tout ça. Mine de rien, ça reste difficile, John Cena Hill, ça reste difficile à accepter dans l'acting. Et puis surtout qu'à chaque fois que les gens viennent le voir, c'est pour lui dire mais John Cena, comment t'as fait pendant 20 ans? T'as été l'ami des fans, t'as fait des make-a-wish partout. Et je trouve que nous rappeler ça en permanence, ça nous fait dire bah oui, c'est pas crédible. C'est pas crédible du tout. Et John Cena qui nous dit toujours juste non, non, mais c'est les fans, c'était hypocrite, je suis pas content, etc. Je trouve que ça passe pas trop, mais j'ai hâte de voir l'affiche. Et le fait que ça soit à Saint-Louis dans le Missouri, ça fait qu'ils vont être obligés de sortir un gros match. Je pense qu'il y a plein de clins d'œil à faire de leurs affrontements passés, donc je suis vraiment hypé pour cette affiche. Ensuite, on a eu beaucoup d'arrivées de nouveaux ou de retours dans ce SmackDown, et on a commencé par l'arrivée de Fraxium, donc qui est une équipe. Fraxium, c'est Nathan Fraser qui vient de Jersey en Angleterre, et Axiom qui vient d'Espagne, qui sont une équipe légendaire de NXT maintenant, et qui arrivent à SmackDown et qui ont affronté Los Garza. Alors c'est un match qui a duré 8 minutes 22, un super match, et comme prévu, les nouveaux arrivants l'emportent. On sait que Berto et Garza, ils sont un peu tendus avec leur mentor, mais bon, ils ont fait un super match quand même, et ils ont perdu. Moi, je les aime bien, tous, là, j'aime bien les Garza depuis longtemps.
Et Fraxium, moi j'ai jamais trop regardé NXT, mais il y a un potentiel. Axiom, je trouve qu'il y a vraiment un bon potentiel de luchador, hein, puisqu'on est dans une époque très luchador à la WWE. Et Nathan Fraser, très sympa aussi. Donc il y a vraiment moyen qu'il se passe des choses assez fortes. Je continue chronologiquement. On a eu ensuite un segment autour de la ceinture féminine. Donc Tiffany Stratton est venue nous parler pour dire que voilà, elle avait battu Charlotte Flair alors que personne ne le prédisait. Elle est interrompue. Qui débarque direct? Jade Cargill. Jade Cargill lui dit: Moi, j'ai fini mon histoire avec Naomi. Maintenant, c'est toi que je veux battre. Tu peux pas dire que tu as battu la meilleure et que tu es la meilleure si tu m'as pas affronté moi. Et donc, direct, là pour le coup, contrairement à John Cena et Randy Orton, là ça se fait direct. Tiffany Stratton contre Jade Cargill euh, en direct. Sauf que le match n'ira pas au bout puisque Naomi intervient. Naomi attaque Jade Cargill. Et pendant que Naomi et Jade Cargill se bagarrent, Tiffany Stratton est attaquée par derrière par Nia Jax. Nia Jax qui fait aussi son retour, qui a raté WrestleMania. Et Nia Jax qui vient écraser Tiffany et qui prend ensuite la ceinture avec elle pour parader un petit peu. Donc, je pense qu'on n'en a pas fini clairement entre Naomi et Jade Cargill. C'est peut-être pas plus mal, hein. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une feud avec plusieurs matchs et que Jade Cargill en a besoin. Le retour de Nia Jax, ben, c'est quand même clairement le retour de la feud initiale, hein, pour Tiffany Stratton, celle à qui elle a pris le titre. Donc, à voir, même si Nia Jax, je vais être sévère, hein, elle m'a pas du tout manqué dans la route pour WrestleMania. Ça me va largement que ça ait été Charlotte, même si ça a été difficile, la feud. Qu'on a eu Charlotte, Becky Lynch et tout ce beau monde, mais pas elle. Donc, à voir ce qu'elle peut nous sortir. On continue avec le post-WrestleMania. On a un autre champion qui est arrivé, Jacob Fatu, qui a quand même gagné à WrestleMania le titre US. Et Solo Sikoa a d'abord parlé un peu pour sa paroisse. Il a dit c'est grâce à moi que Jacob Fatu est champion, c'est moi qui l'ai soutenu, c'est moi qui ai pris sa défense, c'est moi qui l'ai défendu depuis le début. Fatou, il est pas content, il prend le micro et dit que voilà, lui, il avait promis de ramener la ceinture dans la famille et qu'il l'a fait, et que maintenant, voilà, ça va être lui le champion, ça va être lui la menace. Il s'est interrompu par LA Knight qui veut un match retour après sa défaite à WrestleMania, qui sont interrompus par Drew McIntyre qui nous dit voilà, j'ai battu Damian Priest à WrestleMania dans un des matchs les plus violents de l'histoire, ce dont je ne suis pas tout à fait convaincu. Et voilà, il dit j'aurais aimé affronter John Cena dans la foulée, mais Randy Orton a pris la place. Voilà, j'aimerais bien maintenant affronter Jacob Fatu et, euh, et voilà, passer au-dessus de LA Knight. Donc, Nick Aldis nous valide un match ce soir pour affronter Drew McIntyre et LA Knight pour savoir qui sera le prochain challenger pour le titre US. Et de ce match, eh ben, on a une victoire de Drew McIntyre, mais une victoire pas clean, une victoire par disqualification, puisque Solo Sikoa est intervenu, a attaqué LA Knight, et dans la foulée, Damian Priest est revenu de nulle part, alors que Drew McIntyre nous avait dit qu'il serait off ce soir. Donc c'est la bagarre générale, Drew McIntyre, LA Knight, euh, Solo Sikoa et même Jacob Fatu qui va défoncer tout le monde. Donc là, on a une configuration à 3 ou à 4 peut-être. Moi, j'aurais bien un Drew versus LA Knight versus Damian Priest versus Jacob Fatu. Euh, Peut-être Solo Sikoa dans l'équation, je ne sais pas. En tout cas, il y a sûrement un match à plusieurs qui se prépare dans la division de SmackDown pour le titre US. On a eu encore un match pour un titre autour d'une ceinture. C'est le match féminin, ce coup-ci, des USA. Et c'est Chelsea Green, donc, qui affrontait Zelina Vega après une série de matchs un petit peu compliqués, comme vous le savez, avec un match où il y a eu un décompte à l'extérieur. Bon, là, il y a les copines de Chelsea Green qui sont là au début aux abords du ring. Et d'ailleurs, c'est surprenant parce qu'elles interviennent à plusieurs reprises en frappant ou en bloquant Zelina Vega. Mais il n'y a pas de disqualification déclarée par l'arbitre, il les exclut juste des abords du ring. Et tout ça finit par une victoire de Zelina Vega en 7 minutes 15, qui devient la nouvelle championne des États-Unis. Moi, ça me fait mal pour Chelsea Green. Je dois avouer que je ne comprends pas trop la hype, on va dire la mise en avant de Zelina Vega. C'est pas une catcheuse que j'apprécie beaucoup sur le ring. Je trouve pas qu'elle a une personnalité, un charisme. Je la trouve pas attachante en fait. Je la trouve sans intérêt.
Après, c'est bien pour ces ceintures qui sont assez nouvelles qu'elles tournent, et j'aimerais que Chelsea Green la récupère, évidemment. Je suis Team Chelsea, hein, à fond Team Green. Bon, Zelina, tant mieux pour elle, son premier titre en solo à la WWE, mais je vois pas trop le projet Zelina Vega, même dans une ambiance très luchador en ce moment, très latino. Déjà, je vois pas d'autres profils très luchador féminin, très latino. Enfin, si, il y a Raquel Rodriguez qui est latino et qui peut lui casser sa tronche, mais voilà, je vois pas trop le projet, alors que Chelsea Green, pour moi, elle a beaucoup d'avenir. Après, peut-être que Chelsea Green, elle peut viser plus haut, mais pour le coup, je la vois pas quand même au niveau. Bon, elle pourrait affronter Tiffany Stratton, ça c'est tout à fait crédible. Mais on va dire dans la big league féminine, quand on voit des Bianca Belair, quand on voit des Becky, des Charlotte, pour moi, elle n'est pas tout à fait encore dans ce niveau-là. En parlant de Bianca Belair, hein, on est au courant qu'elle est blessée, donc il y a eu une confirmation qu'elle est blessée et on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle reviendra. Parmi les retours, il y en a eu un qui était très attendu et on y a eu droit ce soir. Le Miz est venu sur le ring après avoir offert un magnifique collier avec la tête d'André the Giant à son ami Carmelo Hayes qui a gagné la bataille royale. Et il est allé sur le ring et il a dit j'en ai marre. J'en ai marre de ne pas avoir de match à WrestleMania. J'ai fait le main event de WrestleMania et j'ai battu John Cena. Je suis à la WWE depuis 20 ans et voilà, on me donne pas de place. Euh, Quand Randy Orton a eu un trou dans son agenda pour WrestleMania, on a mis Joe Hendry à la place. Il dit je comprends pas ce qui se passe, j'en ai marre que tout le monde vienne me piquer mon spot. Et là, les lumières s'éteignent et Aleister Black débarque. Aleister Black qui arrive et qui revient avec son entrée et sa musique. Ça m'a fait bien plaisir, hein, avec son cercueil là qui se relève. Il est arrivé sur le ring. Le Miz a eu la peine de temps de dire mais pour qui tu te prends? Et il a pris un Black Mass dans la tronche. Moi, je suis chaud, très chaud du retour d'Aleister Black, mais j'ai beaucoup d'attentes. C'est marrant parce que Rousseff, j'adorais Rousseff à la WWE, le Rousseff Day, tous ces trucs, j'adorais. Et j'ai toujours été parmi ceux qui trouvaient qu'il n'était pas assez utilisé, pas bien exploité, qu'il aurait pu faire vraiment des trucs bien plus ouf. Mais là, son retour 5 ans après, Rousseff, je vois pas trop où il va s'intégrer. Et j'ai un peu peur du syndrome Andrade, qui est un excellent catcheur, à mon avis, et dont ils savent pas trop quoi foutre. Et Rousseff, j'ai un peu peur de ça. Alistair Black, pour moi, il est au niveau au-dessus. Alistair Black, il a été champion à NXT, il a fait plein de trucs de ouf, il a fait des matchs incroyables. Il a ce finisher, le Black Mass, qui est magnifique. Certains disaient à une époque que c'était un peu le futur, ou le futur Undertaker, ou le futur Randy Orton. Je trouve qu'il a vraiment un charisme dans ces eaux-là. Et il va falloir en faire quelque chose. Et le problème, c'est que là, bah, c'est très bien qu'il soit là, mais c'est vrai que quand on voit que dans le même show, on a des Jacob Fatou qui vont crever le plafond, des Drew McIntyre qui méritent rien de plus que d'être champion de la WWE, euh, des LA Knight qui ont beaucoup de charisme, Randy Orton qui est encore là et qui a l'air d'avoir très envie de faire encore les main events. Euh, voilà, il faut se trouver une place au milieu de tout ça. Il y a du boulot. Donc, et puis je parle pas à Raw, voilà, même les Braun Breakers qui sont au top, les Damian Priest les uns les autres. Donc voilà, Alistair Black réussit à faire ta place, mais j'ai beaucoup d'espoir et ça serait bien que ça se passe bien. Je crois que j'ai traité tous les matchs. Je crois que j'ai rien oublié, peuple de catch-up, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a eu un trou de ma part. Et je vous ai gardé le main event pour la fin. Donc le main event, c'était le fameux TLC match pour le titre des équipes avec les tenants du titre, les Street Profits, qui défendent contre les Motor City Machine Gun et les DIY. Euh, un match de 22 minutes 52, extraordinaire, excellent match. Franchement, il y a eu des spots incroyables. On est passé à travers des échelles, à travers des tables. Il y a eu une séquence où Tommaso Ciampa il tient les ceintures, mais il pendouille par les pieds. Et Angelo Dawkins lui fait un spear qui retombe sur une table. Bref, on a eu plein de trucs. Et au final, ce sont les Street Profits qui ont gardé leur ceinture, qui ont décroché les titres et qui repartent avec. Donc clairement une très grosse affiche. Et la fameuse question qu'on se pose tous, est-ce qu'on préférait voir ça à WrestleMania, quitte à ce que ça soit noyé en milieu de carte, ou est-ce qu'il vaut mieux que ça fasse le main event d'un SmackDown? Euh, Clairement, moi je voulais voir ça à WrestleMania. Je pense que là, il n'y a pas d'ambiguïté. Clairement, ça à WrestleMania, ça aurait mis la folie. En nuit 1, par exemple, à la place des New Day contre les Vikings, hein, je suis désolé pour eux, mais ça avait complètement sa place. Euh, c'est une déception, c'est une incompréhension.
Vraiment, la WWE, elle a bossé pour cette scène tag team à SmackDown depuis des mois. Rappelons qu'il y avait une époque où on avait la Bloodline qui était championne et qui était aussi là-dedans. Ça haussait le niveau. Enfin, tout le monde avait l'air à fond. Pour moi, c'est un rendez-vous raté et c'est incompréhensible. Donc j'espère bien qu'on les verra beaucoup plus sur la carte des prochains Premium Live Events et surtout qu'on tienne cette division. Il y a encore des belles personnes avec Fraxium qui vient d'arriver. Voilà, il y a Garza, il y a les Garza qui méritent leur place. Moi, je pense qu'il y a une vraie équipe sympa hein, qui peut se dessiner avec Carmelo Hayes et le Miz. Il faudrait qu'ils catchent un peu plus là en équipe. Voilà, il faut brasser un peu tout ce monde et continuer d'avoir des super matchs, mais aussi en leur donnant des matchs dans des moments importants, hein, ça serait chouette. Donc c'est ainsi que s'est terminé ce Friday Night SmackDown et c'est clairement un post-WrestleMania très 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 réussi. On a eu tout ce qu'on attendait d'un post-WrestleMania. On a eu les arrivées surprises et les retours. Nia Jax, moi j'avais pas du tout imaginé qu'elle reviendrait. L'arrivée de Fraxium, l'arrivée d'Alistair Black. On a eu des changements de ceinture, même si Zelina Vega, c'est pas la plus grande surprise, mais on a eu des matchs pour des titres. On a beaucoup mis en avant les ceintures et les championnes. Voilà, Tiffany Stratton a des adversaires, Randy Orton a des adversaires, Jacob Fatu a plein d'adversaires. Donc, ça donne envie d'avoir un backlash super bien. En même temps, ils n'ont pas le choix hein, parce que c'est dans un peu plus de 2 semaines, c'est vraiment juste après WrestleMania. Et c'est vrai que Backlash a été pendant longtemps euh, un show revanche de WrestleMania, avec des fois des rematchs. Et depuis quelques années, on part plutôt sur on va dire, une revanche pour ceux qui ont raté WrestleMania. C'est-à-dire qu'on a des affiches qui ne sont pas du tout celles de WrestleMania et qui mettent en avant des gens qui ont un peu raté le grand événement. Il y a une grande question et un grand absent ce soir, c'est Cody Rhodes. Cody Rhodes, silence radio depuis sa défaite contre John Cena. Moi, je serais assez partisan, c'est méchant pour lui, hein, mais de voir un silence radio un petit peu long, enfin d'un mois ou deux par exemple, et de voir comment ça se passe à son retour. S'il y a une pop du tonnerre et que le mec est voilà, qu'il a manqué au public et qu'il revient, il y a des belles choses à faire. Donc c'est un peu mitigé. euh, on pourra se poser la question d'un turn ou d'un changement de posture. Clairement, la foule, quand John Cena est arrivé ce vendredi, elle est à fond. Elle est hyper contente. Quand il monte sa ceinture, explosion de joie. Après, il prend le micro, il dit qu'en gros, tout le monde est des connards, etc. Donc, il y a des huées, mais c'est le dernier tour de John Cena et les gens sont contents de le voir. Et quand il arrive dans la salle en direct, les gens huent pas. Donc, la position de Cody Rhodes dans une rivalité contre John Cena, elle était compliquée. Et là, je pense qu'il va vraiment falloir, je ne sais pas comment, le faire revenir en partant sur complètement autre chose. Mais il peut pas revenir en faisant comme si le main event de WrestleMania n'avait pas existé, mais je sais pas. J'ai pas de piste scénaristique. On va pas bosser non plus pour Triple H, hein, on n'est pas payé pour. Mais il faudra trouver un truc à faire à Cody Rhodes et, euh, et voir comment ça se passe avec John Cena. La feud contre Randy Orton, je suis pas sûr qu'elle aille plus loin que Backlash. Elle semble très liée à Saint-Louis dans le Missouri. John Cena, on a aussi envie de le voir affronter plein de gars différents. Donc curieux de voir, mais en tout cas, ça donne envie. Et il y a vraiment beaucoup de talent, donc il y a de quoi faire. Et je finis en saluant le court passage d'R-Truth qui a félicité John Cena et qui lui a dit que voilà, il était son childhood hero et quand il serait grand, il aimerait bien être comme lui. Donc mon top, je vais le donner au main event qui était extraordinaire. La note sur ce show, ça va être un 4,25. Il y a ouais, 4,5. Allez, 4,5. Il y a zéro fausse note, donc très très beau show. Et le flop, bah écoutez, rien qui a été très mauvais, mais je vais mettre un petit flop à la défaite de Chelsea Green. Voilà, c'est un résultat qui m'attriste. Voilà, peuple de Catch-up, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur le Discord Catch-up, où on est en train de parler de plein de choses. On s'organise aussi pour Catch-up, pour Clash in Paris. J'ai mes places, peuple de Catch-up, je suis très content, ainsi que plusieurs d'entre nous. Il y aura Ringside, enfin bref, je ne vais pas citer tout le monde. Peut-être que vous-même, vous serez là. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Peut-être qu'on pourra se retrouver avant ou après pour boire un coup. Donc vive la France! Vive Paris, vive Clash in Paris. On est dans la road pour Clash in Paris maintenant. Et on va d'abord passer par Saint-Louis avec ce nom si français. Donc on en parle très bientôt sur Catch Up. Bonne semaine pleine de catch. Ciao à tous. Et d'ailleurs, est-ce que Zelina
et Alistair Black sont toujours ensemble? Parce que si c'est le cas, belle soirée pour le couple. Si c'est pas le cas, désolé, je ne suis pas les gossips.